Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec les laboratoires Lilly. Le parcours de soins d'une femme atteinte d'un cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la maladie seulement. En effet, d'autres soins, que l'on appelle des soins de support, répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins. Comme par exemple la prise en compte de différentes difficultés, physiques, psychiques, voire même sociales. Lors de cette série de podcasts Symbiose, nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissiez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur Mathieu Coulanges, médecin urgentiste et chef de service du centre Hyperbar à l'AP-HM de Marseille. Docteur Coulanges, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec le docteur Elisabeth Carola, chef de pôle oncologie à l'hôpital de Creil. Docteur Carola, bonjour. Bonjour. Pour commencer, docteur Carola, pourquoi faire plonger vos patientes souffrant d'un cancer du sein ? Bon alors, Jennifer, vous expliquez que les soins de support oncologique ont toujours été une préoccupation majeure dans le parcours de soins que nous proposons aux patientes atteintes de cancer du sein avec mon équipe et dans toutes les équipes en France. Alors d'ailleurs, comme le recommande l'Association française des soins oncologiques de support, l'APSOS, nous offrons des séances d'activité physique adaptée, d'accompagnement psychologique, mais aussi de bien-être à nos patientes afin d'améliorer la tolérance des traitements, de réduire leur stress et même voire peut-être de réduire le risque de rechute dans certaines situations. Tout simplement, en tout cas, d'améliorer la qualité de vie. Alors, on a aussi une grande chance dans la région Hauts-de-France, c'est que l'Agence régionale de santé et le conseil régional a mis un budget, un financement pour créer des espaces ressources cancer où s'organisent ces soins de support oncologique offerts aux patients en dehors de nos établissements hospitaliers. Alors pourquoi la plongée sous-marine ? Alors en fait, j'ai eu la chance de découvrir la plongée sous-marine à un moment qui était quand même un petit peu compliqué dans ma vie et très clairement, cette activité subaquatique m'a permis de mieux contrôler mon stress et surtout d'avoir une sensation de me surpasser et de surpasser certaines angoisses que j'avais quand je commençais à aller en profondeur. Et donc, j'ai cherché à comprendre ces mécanismes, s'il y avait des mécanismes physiologiques, psychologiques qui allaient intervenir pour expliquer ces sensations. Et j'ai rencontré Mathieu, le docteur Coulanges, avec qui je partage ce podcast aujourd'hui. Alors l'envie, quand il m'a un petit peu expliqué, et ce qu'il va faire ensuite, l'envie d'en faire profiter les patientes en rémission qui sont très impactées par le diagnostic de cancer et aussi par les traitements qui ont suivi, entre autres les traitements chirurgicaux et les traitements de chimiothérapie, ça m'a paru vraiment une évidence pour les aider, entre autres, à progresser dans leur processus de résilience. Docteur Coulanges, est-ce que vous pouvez nous expliquer par quels mécanismes interviennent ces effets bénéfiques ? Alors on a plusieurs hypothèses. Les deux principales reposent sur des hypothèses qui sont bien connues des personnes qui pratiquent l'hypnose, le yoga, la sophrologie, la méditation. Donc on n'a rien inventé, on a simplement adapté ces hypothèses à l'environnement marin. La première concerne les techniques de contrôle respiratoire. C'est-à-dire qu'il a été montré depuis assez longtemps que lorsqu'on fait une ventilation lente et ample, on va pouvoir réactiver ce qu'on appelle le système parasympathique. Alors, pour faire très simple, le système parasympathique fait partie du système nerveux autonome. Il est essentiel puisque c'est un système qui est freinateur. Il permet de récupérer, de se reposer. Et malheureusement, chez les personnes stressées, il est défectueux. Et un des moyens pour réactiver ce système parasympathique, c'est de faire ces techniques de contrôle respiratoire qui vont pousser de façon très régulière une masse sanguine qui est contenue dans le thorax vers les carotides et donc stimuler ce système parasympathique un petit peu comme si on rééduquait un muscle sur une jambe qui a été cassée, qui est immobilisée, le muscle va devenir s'atrophier et puis on va le réactiver par des mouvements. Et avec ces techniques de contrôle respiratoire, on réactive le système parasympathique qui est essentiel pour pouvoir récupérer. Lorsqu'on est en plongée, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a aucunement besoin de maîtriser ces techniques de contrôle respiratoire qui ne sont pas très compliquées, mais pour lesquelles il faut quand même avoir une certaine observance.
Tout simplement, lorsque vous êtes en plongée, vous avez un détendeur qui va ralentir votre fréquence cardiaque et vous avez également l'immersion qui va pousser la masse sanguine périphérique vers le thorax et donc majorer les effets de ces techniques de contrôle respiratoire. Et puis, on pense aussi que lorsqu'on met la tête dans l'eau froide, on a des petits capteurs sur la peau, sur le visage, qui activent ce système parasympathique. C'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse concerne ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience, en fait, ça consiste, donc c'est quelque chose qu'on peut obtenir par la méditation. Et cette méditation va permettre donc de porter son attention sans jugement sur l'expérience du moment présent pour oublier le flux de pensée négative qui hante en permanence notre esprit. Et lorsqu'on est en plongée, en fait, on a un éveil des sens, on a une découverte d'un environnement merveilleux, une découverte de l'inconnu qui va faciliter cet état de pleine conscience. Donc, avec la plongée, en fait, on met en place les techniques de contrôle respiratoire et la pleine conscience de façon très simple, non intentionnelle, puisqu'on ne s'en rend même pas compte, on n'a même pas besoin de maîtriser ces techniques. Et on pense que c'est par ces deux phénomènes-là qu'on va avoir ce ressenti de bien-être que rapportait Elisabeth. Docteur Carola, comment est-ce que vos patients réagissent lorsque vous leur proposez la plongée comme soin de support? Alors, cela dépend. C'est vrai que déjà, cela dépend de l'interlocuteur qui leur propose. Si le médecin n'est pas plongeur, le médecin oncologue n'est pas plongeur, c'est vrai que la réaction des patientes, la première réaction est souvent un étonnement qui est souvent quand même suivi d'une vive curiosité vis-à-vis de cette activité qui est quand même assez particulière, auquel spontanément le commun des mortels ne va pas forcément penser, en particulier dans les soins de support. Alors parfois on a des réponses comme oh ben j'adore la plongée, j'ai toujours rêvé d'en faire. Et puis à contrario on a ah ben j'aime pas l'eau, je sais pas nager, je mettrai jamais la tête sous l'eau. Bon voilà. Donc on s'adapte déjà bien sûr à ces premières réponses. Et puis moi je ressens quelque chose d'un petit peu particulier avec mes patientes quand je leur propose, parce qu'en fait très souvent on a déjà évoqué la plongée dans nos discussions, bien avant que je leur propose ça, parce que je suis plongeuse et que j'ai eu l'occasion, vous savez, quand on prend en charge les patients atteints de cancer, on discute. On discute pas seulement du cancer, mais aussi de nos vies, de nos activités, des choses qui nous apportent du bien-être, des deux côtés de la table de consultation. Et du coup, bien entendu, on a déjà échangé, et je crois que cette expérience qui peut devenir commune souvent intéresse les patientes à qui je le propose et du coup les incite à être très souvent partantes pour cette expérimentation. Alors il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est que immédiatement on leur explique que cette organisation de la plongée qu'on va leur proposer se fait en partenariat avec les clubs de la Fédération française des sports subaquatiques qui s'appelle la FFE-SSM, et c'est extrêmement rassurant pour les patients. Et on a donc une structure très sérieuse qui va accompagner cette activité qu'on leur offre. Docteur Coulange, comment est-ce que l'on peut bénéficier de ce soin de support particulier quand on n'a jamais plongé? Alors, deux choses. Je vais reprendre ce que vient de dire Elisabeth. C'est vraiment très important. La fédération a lancé dans le concept du sport santé des formations, notamment pour les encadrants, avec un premier niveau qui est du sport bien-être, donc à des fins préventives, prévention primaire. On est en bon état de santé, on veut maintenir ce bon état de santé. Puis un deuxième niveau qui concerne parfaitement bien les patients que suit Elisabeth, qui est le sport sur ordonnance. Le sport sur ordonnance, le principe, ça va être de proposer à des patients atteints de pathologie de faire de l'activité sportive, et la plongée rentre dans ce domaine pour améliorer leur état de santé ou prévenir certaines complications. Et ça, je pense que c'est une notion vraiment très importante, puisque grâce à ça, en fait, cette plongée, elle est accessible à tous. Elle ne nécessite pas d'avoir une compétence. Et nous, on l'a vu à travers différentes études qu'on a publiées. On s'est adressé à du stress post-traumatique sur les victimes des attentats de Paris. On s'est également adressé aux blessés psychiques de l'armée de terre. On va très prochainement s'adresser à l'épuisement, au personnel soignant qui sont en épuisement professionnel.
bien toutes ces populations qui sont venues dans ce concept de plongée ont pu non seulement en bénéficier en toute sécurité, puisqu'ils sont encadrés par des moniteurs qui sont qualifiés, qui sont en plus maintenant sensibilisés à ce type de prise en charge. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces personnes-là ont découvert une nouvelle activité, ils ont acquis un premier niveau de plongée, tout en respectant un haut niveau de sécurité, puisque sur la plupart des études, il n'y a eu strictement aucun incident. Donc ça, c'est vraiment très rassurant. Et on se rend compte qu'effectivement, comme le disait Elisabeth, lorsqu'on annonce un petit peu le concept, les gens sont un petit peu inquiets et ils se disent, mais finalement, je suis déjà dans un état d'anxiété, vous rajoutez quelque chose qui pour moi représente de l'inconnu et quelquefois également peut être source d'anxiété. En fait, très, très rapidement, on se rend compte que les bienfaits apparaissent très, très vite. Et c'est vraiment spectaculaire. On voit une amélioration des perceptions corporelles, une optimisation des capacités de concentration et de contemplation, de la réassurance, de la réintégration d'esprit dans le corps, une amélioration du sommeil et puis également, ce qui est très intéressant pour ces patients, c'est une valorisation sociale puisqu'ils vont prendre en compte aussi leur binôme. Et c'est très intéressant pour ces patients qui souvent ont l'impression d'être simplement passifs dans leur prise en charge, de devenir très actifs et de faire profiter aussi des personnes qui sont peut-être encore plus en difficulté. Donc tout ça est plutôt rassurant et finalement, même s'il y a un tout petit peu d'appréhension, cette appréhension va céder très très vite. Et comment est-ce que cela se passe en pratique quand on adhère à votre programme ? Alors, donc on a créé une association qui est l'association Plongée Résilience. Et donc, bien sûr, pour adhérer à ce programme, il faut être déjà membre de cette association. Et cette association, elle est partenaire de clubs de plongée de la Fédération nationale. Et pour l'instant, on est partenaire avec des clubs de l'Oise, dans le Var aussi, et prochainement, j'espère, dans les Bouches-du-Rhône, avec un club associatif auquel participe Mathieu. Et ces clubs vont mettre à disposition des moniteurs pour encadrer les patientes en parfaite sécurité et dans une ambiance sportive qui est associative et très souvent sympathique et bienveillante, bien entendu, c'est l'objectif principal. Alors en fait, on part sur des binômes, voire même des trinômes, c'est-à-dire qu'on a un club de plongée avec des moniteurs, on a bien sûr une équipe médicale avec des médecins, des infirmières, voire des psychologues qui accompagnent les patientes dans ce programme. Ce programme aussi, vous avez vu, on en a un petit peu parlé auparavant, Mathieu en a un peu parlé, il va avoir lieu sur plusieurs mois. Il est recommandé pour apporter des bénéfices sur le stress. On sait qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose d'épisodique. Il faut qu'il y ait un suivi de quelques temps pour que vraiment ça soit constructif autour de cette prise en charge du stress. Et puis, il va se conclure par l'obtention de premières bulles en milieu naturel, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, quand on plonge dans le département de l'Oise, on s'entraîne principalement en piscine, éventuellement en fosse, et en fait, on va en milieu naturel à un certain moment pour accompagner ce diplôme des premières bulles qui équivaut à un niveau 1 de formation de plongée. Alors bien sûr, l'équipe soignante est principalement là à l'initiation du programme et au moment de ces premières bulles en mer pour évaluer justement la qualité de vie et le stress des patientes avant et après cet encadrement. Alors, sur notre expérience récente et qui malheureusement a été interrompue par le Covid et qui reprend actuellement, on peut dire que la moitié des patientes qui avaient suivi la première série a poursuivi son inscription dans le club les années suivantes. Et on n'en est bien sûr qu'au début. C'est quand même un signe très positif de ce besoin de poursuivre cet accompagnement de leur résilience par la plongée sous-marine. Si je peux me permettre, je rebondis sur 2 points qui me semblent essentiels. Le premier, c'est l'encadrement médical. Alors, bien évidemment, l'objectif, c'est de se sortir du milieu hospitalier, mais il est quand même important d'avoir quand même un minimum d'expertise médicale par rapport à l'aptitude. Il faut savoir que anciennement, on contre-indiquait cette activité-là, ce qui semble maintenant paradoxal. Mais il faut quand même vérifier que les traitements, qu'éventuellement
les chirurgies n'aient pas d'impact majeur sur la sécurité en plongée et la plupart du temps, il suffit d'adapter les profils de plongée. En aucun cas, ça va compromettre l'accès à la plongée. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi des équipes de moniteurs qui sont sensibilisés à ce type de prise en charge et c'est là où c'est très important qu'ils bénéficient de formation. Et puis, il y a un deuxième aspect également qui nous tient énormément à cœur. Ce sont des techniques qui commencent à être démontrées. Nous, on a publié 2 de nos études dans des revues internationales. Donc, ça a fait l'objet d'études scientifiques, un petit peu comme si on comparait un médicament à un autre médicament. Et donc, on a un certain nombre de données qui montrent clairement ça marche. Maintenant, il faut le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, il faut ouvrir des structures. Il faut aussi permettre à ces patients de bénéficier aussi d'outils très simples. Les montres connectées nous apportent énormément d'informations sur la qualité du sommeil, sur la variabilité de la fréquence cardiaque, sur pas mal de paramètres qui permettront aux patients de se rendre compte que, OK, ils se sentent bien, mais il y a un réel impact sur leur organisme, que ce soit sur le versant psychique ou que ce soit également sur le versant somatique. Et je pense que c'est vraiment important de continuer d'avoir tout cet environnement pour pouvoir appuyer le bénéfice et pourquoi pas créer un registre de suivi pour qu'un jour réellement on arrive à faire prendre en charge cette activité par des mutuelles ou par la sécurité sociale. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, nous avons donc prévu de déposer en collaboration avec l'APSOS, l'Association française de soins oncologiques de support, une étude, un PHRC, sur les activités subaquatiques et le bénéfice que peuvent en tirer les patients. Et effectivement, on se basera un petit peu sur le même principe. On va partir effectivement de vos résultats que vous aviez eus avec DIVE-Stress, votre étude DIVE-Stress, pour justement comparer un groupe qui va plonger, qui va avoir des activités subaquatiques intenses, éventuellement de la nage avec palme très régulière, et un groupe qui aura plutôt des activités de soins de support oncologiques standards qui sont proposées habituellement. Et donc, on compte déposer ce PHRC peut-être en 2022, au plus tard en 2023, parce qu'il est extrêmement important de valider le bénéfice d'un tel programme pour pouvoir avancer et pour pouvoir le proposer au plus grand nombre. Docteur Coulanges, vous mentionniez un petit peu plus tôt la prise en charge par les mutuelles. Qu'en est-il du coût réel de cette pratique pour les patientes ? Alors, habituellement, le coût de la plongée va être dépendant de la structure dans laquelle on va aller. Il faut savoir qu'en France, une plongée de formation va être facturée entre 30 à 50 € la plongée. Après, il y a des forfaits en fonction du nombre de plongées, en fonction du type de formation. Et dans tous les cas, l'ensemble des études que l'on a mis en place et les futures que l'on va mettre en place, l'idée, c'est justement qu'il n'y ait strictement aucun coût aux participants pour que ça ne soit pas un élément bloquant ou discriminant. Donc, pour l'instant, en tout cas, dans le cadre des études, ça sera une prise en charge par les partenaires qui nous accompagnent. Et beaucoup de partenaires sont très, très intéressés par ce concept-là. Je rebondirai également sur un autre aspect, c'est qu'on a également, et on le voit notamment avec Monaco, une volonté aussi peut-être de sensibiliser le grand public sur les bienfaits des océans et que de montrer que nos océans pourraient être une ressource thérapeutique pour le mal du siècle qui est le stress. C'est aussi un moyen de communication important qui fait que les partenaires sont prêts à nous aider énormément dans ce type de projet. Alors, pour compléter et pour préciser concernant les patientes atteintes de cancer du sein au sein de l'association Plongée Résilience, bien entendu, dans le cadre de ce programme, l'association prend en charge la formation complète des patientes gratuitement. C'est pourquoi il est extrêmement important qu'on ait des données de validation au travers une recherche. Donc nous, c'est vrai qu'on va essayer de partager notre conception de l'étude avec l'étude que met en place Mathieu
pour justement avoir le plus d'éléments de résultats possibles, mais forcément on y associera des évaluations très spécifiques en oncologie puisque ça concerne des patientes atteintes de cancer. Alors concernant le coût, je crois aussi que je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est l'occasion pour moi de remercier les partenaires qui soutiennent l'association Congé Résilience, et en particulier les partenaires de l'industrie pharmaceutique, et comme entre autres Lilly. Mais c'est aussi rappeler qu'aujourd'hui, nous avons 2 décrets. Le premier décret, c'est le décret du 24 décembre 2020, qui pour l'instant est un décret qui a fixé un tarif annuel par patient atteint de cancer dans les suites de son traitement actif du cancer pour les soins de support oncologiques. Ce tarif n'est pas remboursé par la CPAM, mais c'est un tarif qui permet de déterminer une enveloppe budgétaire qui doit être distribuée au centre du traitement du cancer pour que les patients y aient accès via les agences de santé régionales pour l'instant. Donc, c'est en train de se mettre en place progressivement et les thérapeutes et les patients doivent être très vigilants puisque ce décret est passé pour exiger ce montant. Bien entendu, on sait aussi qu'il y a des mutuelles déjà et on n'utilise pas suffisamment, nous les médecins, il y a des mutuelles, et les patients par conséquent, il y a des mutuelles qui proposent pour les patients atteints de cancer des forfaits afin qu'ils puissent bénéficier d'activités physiques adaptées. Et sans précision, d'autant plus qu'il y a un 2e décret dont je vous parlais et dont nous a aussi parlé Mathieu en vous parlant de la formation de moniteurs en sport santé, c'est que depuis février 2021, les fédérations sportives, entre autres comme la Fédération française des sports subaquatiques, eh bien, ont la possibilité de proposer à leurs moniteurs des formations spécifiques pour encadrer des patients qui sont en ALD30, donc entre autres nos patients atteints de cancer, pour bénéficier de prise en charge sport santé sur ordonnance. Et donc, c'est extrêmement important. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a une reconnaissance de ce sport santé par nos institutions. Et donc, j'ai l'impression, moi, pour conclure un peu cette discussion, que aujourd'hui, on a tous les voyants qui sont au vert en surface, des voyants financiers, des voyants institutionnels, des voyants d'équipes, que ce soit de médecins plongeurs, de moniteurs au niveau de la fédération, de formations spécifiques qui se mettent en place et de patientes qui ont vraiment envie de participer, d'associations qui s'organisent. Et je pense qu'effectivement, comme le disait très bien Mathieu, on peut avoir une prise en charge de la santé au travers aussi cet océan et cet environnement marin qui nous entoure. Et je crois que ça a un nom, Mathieu, ça s'appelle la santé bleue. J'ai découvert ça récemment grâce à toi avec un documentaire auquel tu as participé. Et donc, tu peux peut-être nous en dire un petit mot et nous dire ce que tu penses de cette santé bleue qui, à mon avis, qui a toute sa place dans les soins de support oncologiques. Effectivement, je te remercie pour ce clin d'œil. On a eu la chance de réaliser avec Pascal Derme, enfin de participer à un film qui a été réalisé par Pascal Derme. Ce film s'appelle Aqua. Il concerne en fait les bienfaits de l'eau sur la santé. Et c'est assez amusant parce que ça nous a permis de rencontrer une équipe qui travaille à l'université de Gérone dans une chaire qui s'appelle Océan et santé humaine. Et en fait, on s'est rendu compte que ce concept que l'on pensait avoir un peu initié, en fait, il est développé dans différents pays. Et ce qui montre bien que l'idée, lorsqu'elle est, et pourtant, c'était pas consulté, il n'y avait pas de publication, ce qui montre bien que si cette idée, elle est portée par différentes nations, l'idée est excellente et probablement, je pense que ce concept a un très bel avenir pour nous tous. Des études à suivre avec attention et un concept que je trouve très intéressant. Merci à vous deux encore pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer d'autres praticiens à mettre en place des initiatives comme celle-ci dans leur centre. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain podcast Symbiose.